Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien, malgré les masques. Et bon, comme chaque semaine, je commencerai cette séance par vous demander si vous avez des questions sur le cours précédent. Non? Très bien. Alors, je reprends là où je me suis arrêté la dernière fois, en vous indiquant que la question du sens ou de la signification qui va nous occuper pendant un semestre, je l'envisagerai sous l'angle donc d'une linguistique théorique conçue comme une sorte de carrefour de toutes sortes de disciplines qui traitent du langage. Il faut bien à un moment donné que certaines personnes, certains chercheurs, certains intellectuels, si vous voulez, s'intéressent non pas seulement à la morphologie d'une langue, à la syntaxe d'une langue, à la sémantique d'une langue, mais aussi aux liens qu'il peut y avoir entre les descriptions sous différents niveaux, sur différents plans des langues, et d'autres problèmes posés par la philosophie du langage, par la neuropsychologie du langage, par l'utilisation du langage dans les textes littéraires, etc. Alors, certes, on a l'habitude, au moins en Occident, de constituer les champs scientifiques par l'élimination d'un certain nombre de paramètres, et on se concentre sur certains paramètres pour éliminer toutes sortes de choses qui sont hors perspective, si vous voulez, en dehors de la perspective. Mais là, avec ce point de vue de la linguistique théorique, on fait une sorte de pas en arrière et on essaie de voir avant d'entrer dans le détail, ou alors sans cesse en faisant des allers-retours entre le précis et le large. On essaie de ne jamais perdre de vue les problématiques un peu générales. Si vous voulez, un des aspects concrets que cela va prendre dans ce cours, c'est que, par exemple, on ne négligera pas de traiter, par exemple, de la question, tout au moins on posera la question, on ne va pas la traiter complètement parce que ça nous emmènerait trop loin, mais la question de comment ça se passe du point de vue du sens des mots ou des phrases ou des textes dans le cas des textes poétiques. Bon. Ça, quand vous regardez un manuel de sémantique, à ma connaissance, ça n'arrive jamais que les linguistes spécialistes de sémantique se disent mais comment ça fonctionne le sens dans le texte littéraire, dans le texte poétique, ou alors, à la rigueur, dans le texte philosophique, etc. Pourtant, et pourquoi on ne fait pas ça? Selon la perspective qu'on adopte, par exemple, si on adopte une perspective de type formel, tous ces problèmes-là ne font pas partie de la définition extrêmement technique et précise, étroite du sens qu'on adopte au départ. Vous voyez, il y a des façons techniques de traiter la question du sens, et des façons qui ne sont pas approximatives, mais qui sont plus générales, qui ont un caractère plus, si vous voulez, si on veut vraiment trouver un mot, on pourrait dire que c'est une approche un petit peu philosophique, un peu générale, au sens où la philosophie est un savoir général, si on veut vraiment trouver un mot. Pour moi, c'est de la linguistique, mais de la linguistique théorique. Parce que, bon, il y a une philosophie du langage qui poursuit d'autres buts, etc. Mais en tout cas, on va s'intéresser, ou au moins poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme généralisation au sujet du sens, en prenant en considération aussi la question du sens des textes littéraires. Donc, ça situe, si vous voulez, cette question du sens et de la signification au sein d'une vaste constellation dans laquelle on a donc des sémantiques spécifiques. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est un peu, disons, la particularité de cette approche où je défends l'idée qu'il y a une sémantique du mot, une sémantique de la phrase, et même une sémantique du mot grammatical, du mot lexical. Donc une sémantique lexicale, une sémantique grammaticale qui sont irréductibles l'une à l'autre, ça fonctionne différemment. Mais tout ça est en relation avec d'autres paramètres cognitifs, logiques, systémiques, et d'autres disciplines comme la psychologie, la sémiotique, les études littéraires, la philosophie. Bon. Alors, revenons maintenant à cette approche consistant à effectuer un déplacement, donc, de la question du sens vers la question de la compréhension. Vous vous souvenez, je vous ai dit
pour éviter de rester dans des sortes de définitions trop abstraites, trop théorisées si l'on veut, enfin pas théorisées, mais disons, oui, trop abstraites du sens, je rapporte le sens à un processus cognitif ici, vous voyez, hein, comprendre, c'est un processus cognitif, d'accord ? Le sens est ce que je comprends quand je comprends, et donc ce que je ne comprends pas quand je ne comprends pas. Donc, il y a du sens dans un sens, il y a du sens ou de la signification dans un sens non trivial, s'il y a quelque chose à comprendre. Hein, on se doute que dans une telle définition, s'il n'y a rien à comprendre, c'est là où il n'y a pas de sens. Une des questions, c'est quand même de savoir où est-ce qu'il y a du sens, où est-ce qu'il n'y a pas de sens. Il y a des endroits où il n'y a pas de sens du tout. Alors, un peu, je vous ai dit la dernière fois, si on vous dit quel est le sens de cette chaise. C'est une chaise comme objet, ça, on ne peut pas dire que ça a un sens. Bon, donc, il y a bien des endroits du monde, des choses dans la vie humaine où on ne peut pas dire qu'il y a du sens. Alors, vous vous souvenez que j'avais donné un certain nombre d'arguments en faveur de cette approche de la signification par la compréhension. L'idée, j'y reviens seulement très très rapidement pour les mentionner, hein, je les ai déjà commentés la semaine dernière, donc je ne vais pas approfondir. L'idée que ce sont des événements assez courants de notre vie mentale, comprendre ou ne pas comprendre. Ça peut être, ce sont des événements qui peuvent être donc observés d'une manière plus ou moins objective au moyen de tests. L'idée également que la notion de compréhension dans cette acception n'est pas, enfin disons, oui, dans cette perspective, n'est pas uniquement linguistique, hein, elle est un peu plus large. Et puis, donc, que la non-compréhension fournit un guide fiable. Donc on va décliner tout cela, hein, je le rappelle, au niveau, comme je viens de le rappeler d'ailleurs, des mots lexicaux, des mots grammaticaux, des phrases, des discours, des textes. Alors maintenant, pour avancer d'une étape, là j'ai simplement récapitulé ce sur quoi on s'est arrêté la semaine dernière. Pour avancer d'une étape, il faut quand même se poser la question du rapport entre l'opposition avoir un sens, ne pas avoir un sens, et du coup être compréhensible, ne pas être compréhensible, puisque est-ce que si on dit qu'on appréhende la question du sens à partir de la question de la compréhension, il y aura du sens là où il y a quelque chose à comprendre, il n'y aura pas de sens là où il n'y a rien à comprendre. Est-ce que c'est exactement ça qu'on veut dire, hein ? Qu'est-ce que ça signifie exactement que quelque chose ne peut pas être compris? Là, il faut essayer d'être un tout petit peu plus précis. Il y a plusieurs interrogations, en fait. Quand on dit que quelque chose ne peut pas être compris, est-ce que ça signifie que moi, je ne peux pas le comprendre, hein, ou bien est-ce que personne ne peut comprendre? Est-ce que c'est quelque chose où il n'y a rien à comprendre? Mais pour personne, ce n'est pas moi qui ne comprends pas bien. Hein. C'est qu'il n'y a absolument rien à comprendre. Ça, c'est un premier problème qu'il faudra trancher. Par exemple, bon, je vous donnais tout à l'heure cet exemple un peu ridicule d'une chaise, un objet quelconque. Hein. On n'a pas... Pourquoi on dit que une chaise n'a pas de sens, contrairement à, par exemple, un mot ou une phrase? Bon, ben, on n'a pas à la comprendre. Là, hein, on ne voit pas ce qu'il y a. Ah, j'ai compris cette chaise. Bon, on pourrait toujours imaginer un contexte, on pourrait dire une chose comme ça, mais c'est très bizarre. Et dans ce cas-là, tout le monde réagit de la même façon. Je veux dire, un objet n'a de sens pour personne. Bon, deuxième problématique, est-ce que la question de ne pas comprendre, ne pas être compréhensible, quelque chose qui ne peut pas être compris, est-ce que je suis conscient que je ne le comprends pas là, maintenant, mais que je pourrais très bien le comprendre? Que si je me donnais les moyens, si j'avais les outils, je pourrais comprendre. Exemple très concret, hein, on va revoir ça, mais
vous tombez sur une phrase dans laquelle il y a un mot que vous ne connaissez pas. Bon, vous êtes dans le train, vous n'avez pas d'outils sous la main. Vous savez que si vous allez regarder dans un dictionnaire, vous comprendrez de quoi il s'agit. Hein, vous ne comprenez pas dans l'immédiat, mais vous savez que vous pourrez comprendre. Mais dans d'autres cas, peut-être que vous savez que vous ne pourrez jamais comprendre. D'accord ? Là aussi, c'est un problème. Et puis enfin, il y a une troisième question, qui est la différence entre, est-ce que quand on dit que ça ne peut pas être compris, ça a un rapport ou pas avec le fait que la chose puisse être dite vraie ou fausse. Est-ce que est-ce que comprendre, ça pourrait être l'équivalent d'être capable de dire que quelque chose est vrai ou faux? Si je ne suis pas capable de dire que c'est vrai ou faux, c'est qu'il n'y avait rien à comprendre. Ou alors, une autre façon de le formuler, c'est de dire que la chose à comprendre doit avoir une contrepartie dans la réalité. Donc, vous voyez, il y a au moins 3 zones là qu'il faudrait éclairer un petit peu pour clarifier cette notion de être compris, comprendre, être compris. Alors, premier point. Je prends cet exemple d'une phrase dont j'ai oublié la source, mais je crois que je vous la donne après. La splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis. Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça signifie là? Ce qui vous gêne évidemment, c'est smaragdine. Bon. Alors, smaragdine, qu'est-ce que ça signifie? Smaragdin, smaragdine, donc on va voir dans un dictionnaire, qui est d'un vert émeraude, une pierre smaragdine. Mais au figuré, dans un sens littéraire, qui se distingue par un éclat singulier. Ce qui fait leur splendeur smaragdine, donc des poèmes de Pierre Louis, leur perfection et leur attirance de gemme, c'est qu'ils sont polis et brillants et pourtant sans fond. Donc vous voyez qu'à l'origine, c'est une citation de Valéry, de Paul Valéry, la splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis. Donc c'est un usage métaphorique d'un adjectif, smaragdin, smaragdine, qui est lui-même pas très courant, hein, et qui vient d'un mot grec, vous voyez, smaragdinos, d'un vers d'émeraude, qui dérive lui-même de smaragdos, qui signifie émeraude. Bien. Alors, dans ce cas-là, vous, quand vous lisez la splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis, vous vous dites, bon, je ne comprends pas, mais ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Parce que vous le voyez, je sais pas, vous avez vu cette phrase dans un texte de Paul Valéry, donc peut-être que vous ne savez pas ce que ça signifie, vous, mais vous vous doutez que d'autres personnes qui connaissent le sens du mot smaragdin, smaragdine, peuvent savoir ce que ça signifie. Deuxième exemple, en contraste, chancelant, les bras tâtonnants, il rentra la figure empreinte d'une ferme où il comptait bien l'enlever, mais il avait refusé aux plus puissantes armées qu'il pourrait gagner en prudence. Qu'est-ce que vous comprenez là? Ouais. Peut-être qu'il manque un contexte. En réalité, ce texte est issu d'un générateur de texte aléatoire que vous pouvez vous amuser à aller faire fonctionner. Je vous ai indiqué la référence. Donc là, ça ne veut rien dire, hein, en fait. Mais vous voyez, votre remarque est intéressante parce que même quand, au fond, le texte est généré de manière aléatoire, donc de toute façon, il n'est pas fait pour avoir du sens. Hein. Ce sont des mots mis ensemble, qui ne sont pas censés signifier quelque chose. Grammaticalement, c'est correct. Donc, on a envie de trouver du sens à cela. Hein. Mais en réalité, il n'y en a pas, et il y en a pour personne. C'est pas que vous ne comprenez pas. Dans ce cas-là, puisque le texte est généré aléatoirement, il y a du sens pour personne. Bon, mais en effet, il y a toujours des hésitations possibles.
Alors vous voyez, ce type de problème va se poser lorsqu'on a des textes compliqués. J'en reparlerai plus tard, mais vous voyez, avec des, je sais pas moi, par exemple les écrits de Lacan, alors vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont considérer que de toute façon ça ne veut rien dire, c'est de la supercherie, il y a pas... Bon, enfin, les personnes qui prétendent cela ne vont pas jusqu'à dire que c'est de la génération aléatoire de textes, mais vous voyez, quand vous avez affaire à un texte qui n'est pas immédiatement compréhensible, la question se pose tout de même de savoir si c'est vous qui devez affiner vos capacités de compréhension ou si le texte est mal formulé, ou qu'il y a un problème dans le texte, hein, et qu'on ne peut pas comprendre. C'est pas vous qui ne pouvez pas comprendre, c'est que le texte est mal fait et pas fait pour être compris. Ou alors, si on veut être un peu critique à l'égard du style de Lacan, que le texte est fait précisément pour ne pas être compris. Oui ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, mais dans ce cas-là, vous pouvez imaginer que le texte n'est pas compris par vous parce que vous n'avez pas la culture philosophique ou vous n'avez pas travaillé suffisamment l'auteur en question ou le courant philosophique en question pour comprendre, mais que vous vous doutez que d'autres peuvent comprendre. Hein. Alors que si vous avez, je sais pas moi, un ami qui vous dit « Ah, j'ai inventé un super système philosophique » et que ça vous paraît complètement tordu et que ça veut rien dire, bon là peut-être vous pouvez vous dire peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, hein, que c'est un délire, etc. Alors maintenant, deuxième question, est-ce que c'est moi qui ne comprends pas à l'instant T et je pourrais comprendre, ou bien est-ce que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais? Alors, bon, il y a différentes sortes de situations, hein. Bon, bien sûr, je veux dire, l'existence des langues étrangères fait que, le simple fait qu'il existe des langues étrangères fait qu'il y a des langues qu'on ne comprend pas. Bon, et puis probablement, enfin, je veux dire, compte tenu du fait qu'il existe 4000 langues dans le monde, il y a des langues, on sait qu'on les apprendra jamais, qu'on les comprendra jamais. Bon, voilà. Nos capacités de compréhension en tant qu'être humain, de toute façon, elles sont limitées. Donc on fait des choix. Il y a des choses, on sait qu'on ne fera jamais l'effort d'aller chercher à comprendre ça. Donc ça marche pour les langues étrangères, ça marche aussi pour les textes techniques. Vous voyez, là j'ai pris un peu au hasard un extrait d'un article en neurochirurgie. Nous rapportons le cas de 3 patients traités par ostéotomie transpédiculaire pour une kyphose post-vertébroplastie. Ces patients avaient été traités initialement par vertébroplastie pour une fracture vertébrale et pour un lymphome vertébral. Bon, ben... Okay, si vous n'êtes pas étudiant en médecine, vous savez que vous ne comprenez pas ce que ça signifie, que à la rigueur, en allant chercher dans un dictionnaire technique, vous pouvez peut-être trouver le sens de ostéotomie, de transpédiculaire, mais de toute façon tout ça restera très très flou si de toute façon vous savez que vous n'allez pas entrer dans ce domaine de connaissance de la médecine, hein, et en particulier là spécifiquement de la neurochirurgie. Donc il y a des choses, vous ne les comprenez pas, mais vous savez que vous ne les comprendrez jamais. Cela dit, pardon ? Oui, alors ça c'est un cas particulier effectivement de langue de spécialité dans un texte technique. Hein, voilà. Donc il y a des spécialités dans lesquelles on ne va pas entrer. Bon, on sait que c'est compréhensible, hein, par des spécialistes justement, mais on se doute que soi-même on n'ira pas de ce côté-là. Hein. Je veux dire, ça fait partie de ce qui constitue au fond une existence humaine. Hein, on ne le décide pas forcément par avance, mais on sait d'avance que on va utiliser nos capacités de compréhension dans certaines zones et pas dans d'autres. On ne peut pas tout comprendre. Hein. Donc, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais et on le sait d'avance. En revanche, il y a des choses qu'on ne comprend pas mais qu'on a envie de comprendre ou qu'on sait qu'on pourrait comprendre. C'est l'exemple, vous qui êtes des étudiants plutôt littéraires, bon, bah, par exemple, je sais pas, d'un texte un peu complexe de critique littéraire ou d'un texte un peu philosophique. En première lecture, vous ne comprenez pas, mais vous insistez et au bout d'un moment, vous comprenez. Bon. Mais en général, on sait d'avance si on va comprendre ou pas comprendre. Tout au moins pour des gens comme vous, hein, qui sont quand même un peu avancés dans les études universitaires. Pour d'autres personnes, si je ne comprends pas immédiatement, ça veut dire que c'est incompréhensible et que je ne comprendrai jamais. Hein. Il y a quand même un rapport à la compréhension qui suppose une sorte de confiance dans ses capacités
intellectuelle, etc., que certaines personnes n'ont pas, hein, ou n'ont pas suffisamment développé en milieu scolaire. Enfin, dernière opposition, est-ce que notre compréhension de la notion de compréhension est plutôt psychologique, c'est-à-dire que ne pas comprendre, c'est que la chose renvoie à quelque chose qui n'est pas concevable psychologiquement, ou bien est-ce que l'idée de compréhension renvoie à quelque chose de plutôt logique? Alors, si je mentionne cette opposition, c'est pour me donner l'occasion d'introduire ce qu'on appelle les théories référentielles de la signification, qui font partie des grands classiques, hein, des grandes notions classiques autour de la signification et de la référence, et notamment à partir des travaux de Gottlob Frege, un logicien allemand, mathématicien, vous voyez, qui est né au milieu du XIXe siècle et qui a publié fin XIXe, début XXe. Donc là, il y a une théorie très précise autour des questions de compréhension, de vérité, etc. Et Gottlob Frege dit des choses comme comprendre une phrase, c'est connaître les conditions dans lesquelles elle est vraie. Donc vous voyez que là, la compréhension, le concept de compréhension est renvoyé au concept de vérité. Donc, il y a des conditions de vérité d'une phrase. Par exemple, si on vous dit Bruxelles est la capitale de la France, vous savez que cette phrase est fausse parce que dans la réalité, pour qu'elle soit vraie, il faudrait que Bruxelles soit la capitale de la France, mais ce n'est pas la capitale de la France, donc la phrase est fausse. D'accord ? Bien. Alors, cette perspective référentielle, donc sur la signification, donc référentielle au sens où ça renvoie à ce qui se passe dans le monde, présuppose une distinction entre deux concepts importants. La dénotation, ou en allemand Bedeutung, et le sens, en allemand Sinn. Donc là, Frege a introduit une distinction entre la dimension référentielle, on dit souvent référentielle, la dénotation c'est la référence si vous voulez, la dimension référentielle de la signification, c'est-à-dire l'objet du monde qui est désigné par une expression. Bon, quand je dis cette chaise, cet ordinateur, en montrant une chaise ou en montrant un ordinateur, mon expression, cette chaise, cet ordinateur, est là une dénotation, et la dénotation de l'expression, c'est l'objet désigné par l'expression. Donc c'est un objet du monde, d'accord ? Ça n'est plus quelque chose qui est linguistique, c'est extra-linguistique, comme on dit parfois, la référence ou la dénotation. Donc c'est pour la dénotation d'une expression qui désigne par exemple un objet ici, mais quelle est la dénotation d'une phrase pour Frege ? Eh bien, sa dénotation, c'est sa valeur de vérité. C'est vrai ou faux. Donc, par exemple, la dénotation de la phrase « Bruxelles est la capitale de la France », c'est faux. D'accord ? Donc, si je ne peux pas dire si la phrase est vraie ou fausse, ça veut dire qu'elle n'a pas de dénotation, donc elle n'a pas de contrepartie dans la réalité. Alors, précisons un petit peu cette distinction entre sens et dénotation. C'est un petit argumentaire très célèbre, là, ce sont des points de cours, si vous voulez, qui sont des passages obligés de tout cours portant sur la question de la sémantique, qu'on aborde ici, là, cette différence entre sens et dénotation. Alors, prenons un exemple qu'on prend souvent pour illustrer cela. C'est l'exemple, de Spider-Man. Tout le monde sait, cet exemple est pratique parce que tout le monde connaît, en principe. Enfin, je ne sais pas, est-ce que parmi vous, certains n'ont jamais entendu parler de Spider-Man ? Non, bon, très bien, donc tout le monde va comprendre. Spider-Man et Peter Parker ont la même dénotation. C'est-à-dire, ce sont deux expressions
linguistique des mots différents, mais ils renvoient à la même personne. D'accord? Bon. Donc, quand on dit que Liz Allen est l'ami de Peter Parker, eh bien, puisque Peter Parker et Spider-Man ont la même dénotation, on peut dire de la même façon que Liz Allen est l'ami de Spider-Man. Ça, c'est une propriété qu'on appelle traditionnellement la substitution salva veritate, ou salva veritate, si vous voulez le prononcer à la française, du point de vue de la dénotation, c'est-à-dire que deux expressions qui ont la même dénotation peuvent être remplacées l'une par l'autre. Puisque j'ai la même expression, je peux remplacer une expression par l'autre. Hein? Bon. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours parce que il n'y a pas d'équivalence complète entre la dénotation et le sens. Par exemple, si je dis Peter Parker est Peter Parker ou Spider-Man est Spider-Man, je dis des tautologies. Hein. C'est-à-dire, je dis des choses qui sont nécessairement vraies en prenant les expressions dans leur sens totalement élémentaire. Hein. Logique, si vous voulez. Je ne parle pas d'une interprétation de Spider-Man et Spider-Man au sens où on dirait que ce qu'il a fait, c'est totalement représentatif de ce qu'est Spider-Man, etc. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien qu'il y a une différence entre une phrase du type Spider-Man et Spider-Man, et puis une phrase du type Peter Parker et Spider-Man. Il y a une différence entre ces deux types de phrases. Ce qui est surprenant, puisque Peter Parker et Spider-Man ont la même dénotation. Donc normalement, quand je remplace l'un par l'autre, il ne devrait pas y avoir de différence. Pourtant, si je prends Spider-Man et Spider-Man ici, et que je remplace le premier Spider-Man par Peter Parker, j'obtiens une phrase qui, elle, est informative. Quand on me dit que Peter Parker est Spider-Man, dans la fiction, il y a des personnages qui ne savent pas que Peter Parker est Spider-Man. Et si on leur révèle que le super-héros masqué, en fait, c'est ce jeune journaliste, bon, eh bien, ils apprennent quelque chose, c'est informatif. Hein, à la différence, donc, des tautologies de type A est A ou Spider-Man est Spider-Man. Donc, ça signifie que, certes, Peter Parker et Spider-Man ont la même dénotation, mais ils diffèrent sous un certain angle qui est précisément, ils diffèrent du point de vue du sens. Spider-Man et Peter Parker n'ont pas le même sens, même s'ils ont la même dénotation. Et le fait qu'ils n'ont pas le même sens apparaît bien lorsque on substitue l'un à l'autre, hein, lorsqu'on substitue Spider-Man à lorsqu'on remplace Spider-Man par Peter Parker, parce qu'on voit qu'on obtient une phrase qui, du point de vue du sens, est différente. Elle devient informative. De même que dans l'autre sens, Spider-Man et Peter Parker. Donc, on peut considérer que le sens d'une expression, c'est un peu la voie d'accès à la dénotation. C'est ce qui nous donne accès à la dénotation. Il y a une métaphore qu'utilise parfois Frege. Le sens, c'est un peu la lunette à travers laquelle vous voyez la réalité. Hein, la lunette à travers laquelle vous pouvez voir la dénotation. Donc, c'est là où il y a une chose intéressante du point de vue, du sens et du rapport entre compréhension et vérité, c'est que, pour Frege, une phrase peut avoir un sens, mais être totalement dépourvue de dénotation. Par exemple, si vous dites « le plus grand nombre entier », ça a un sens de dire ça, mais vous ne pouvez pas dire quel est ce nombre. Hein, donc c'est concevable, mais il n'y a pas de contrepartie dans la réalité. D'accord ? Il y a un sens, mais pas de dénotation. Donc, dans cette perspective, connaître le sens d'une phrase, c'est, si on connaît l'état du monde ou le modèle auquel s'applique la phrase, être capable de juger si la phrase est vraie ou fausse. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un lien
entre compréhension et vérité ici. Encore une fois, connaître le sens d'une phrase, c'est savoir comment doit être le monde pour que cette phrase soit vraie. Alors, je vous ai indiqué un lien ici dans lequel vous aurez plus de détails sur ces notions de sens et de dénotation. C'est une sorte d'encyclopédie de sémantique en ligne qui est extrêmement bien faite. Je vous invite vivement à aller lire cet article. Donc, ne pas comprendre une phrase dans cette situation, ça peut signifier qu'on ne peut pas lui attribuer des conditions de vérité. Alors, vous connaissez peut-être ce célèbre exemple, hein, l'actuel roi de France est chauve. Bon, c'est une phrase qu'on ne peut pas dire si elle est vraie ou fausse, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas de roi de France actuellement. Donc, le groupe nominal sujet, l'actuel roi de France, il ne renvoie à rien. Donc, cette phrase n'a pas du tout de condition de vérité, on ne peut pas dire si elle est vraie ou fausse. Et puis, l'autre façon de ne pas comprendre une phrase, c'est, par exemple, ne pas avoir les connaissances suffisantes pour savoir comment devrait être le monde pour qu'elle soit vraie. Je sais pas moi, si on vous dit que telle ville est la capitale d'un pays dont vous ne savez pas du tout, si c'est le cas, vous n'avez pas les connaissances pour savoir si la phrase est vraie, c'est un déficit de connaissances momentané, bien sûr, hein, mais qui est avéré dans ces cas-là. Alors, si on synthétise un petit peu les rapports entre compréhension et vérité, ce qu'on peut dire, c'est que comprendre ou ne pas comprendre est parfois lié à la question lié à la vérité, dans une perspective en tout cas référentielle, mais parfois ça n'est pas le cas. Hein. On ne peut pas, si vous voulez, cette perspective référentielle qui, j'y reviendrai plus tard, hein, mais qui inspire les sémantiques formelles, qui est la base, si vous voulez, Frege, c'est la base des sémantiques formelles. Bon, ça ne permet pas du tout de savoir comment fonctionne le sens dans les textes poétiques. Hein. Or, dans un texte poétique, la question de savoir si ce qui est dit est vrai ou pas vrai, vous doutez bien que c'est complètement non pertinent. Ça n'a pas d'importance, ce n'est pas le problème du texte poétique. Il y a peut-être une vérité du texte poétique, mais la question de la vérité du texte poétique peut peut-être se poser, ou de la connaissance véhiculée par un texte poétique, mais en tout cas, elle ne se réduit pas, cette vérité, en termes de dénotation. Bon. Et puis, dans d'autres cas, donc, avoir un sens, c'est effectivement être vrai. Alors, c'est la définition célèbre de Tarski, hein, qu'on appelle... Enfin, voilà, on me donne toujours cet exemple. La neige est blanche, entre guillemets, c'est-à-dire l'expression la neige est blanche est vraie, si, en effet, dans la réalité, la neige est blanche. Donc ça, c'est la définition, si vous voulez, qui correspond à Frege, disons à la perspective de Frege. Une phrase est vraie si elle représente effectivement l'état de choses qu'elle décrit. Hein. L'état de choses ici, c'est que la neige soit blanche. Bon, si c'est le cas, effectivement... la phrase va être vraie. D'accord ? Donc, la question, le rapport entre la problématique de la compréhension et la problématique de la vérité, ce sont des questions qui se croisent, hein, ce sont deux problématiques qui se croisent, notamment sous l'angle de la sémantique référentielle, la sémantique formelle, post-frégéenne, etc. Mais il y a quand même des zones où... cette approche en termes de conditions de vérité n'est pas suffisante. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Hein. J'insiste bien sur le fait que, on y reviendra, le problème de la vérité dans le langage joue un rôle important, même si elle est difficile à situer, mais on a besoin quand même de la vérité comme norme, sinon on entre dans le grand n'importe quoi, dans la fake news, dans tout. On peut dire n'importe quoi sans aucun rapport avec quoi que ce soit, et ça devient là complètement délirant. Donc, on a besoin absolument d'une sorte, comme dit Pascal Angèle, d'une norme du vrai, hein, d'un point de référence, qui est une sorte d'approche tangentielle un peu de la vérité. Et en tout cas, c'est ce qui détermine au moins une certaine sémantique dont je reparlerai plus tard en détail. Alors, à ce stade, donc, nous pouvons commencer à examiner
le fonctionnement du sens sur les différents plans que j'ai annoncés. Donc, le sens au niveau des mots lexicaux, qui nous amènera à nous interroger sur la question de la dénomination et de la différence notamment entre dénomination et désignation, à nous interroger sur ce que c'est qu'un mot, à voir le lien entre les mots et les catégories, et l'opération de catégorisation, ça joue un rôle extrêmement important, la différence entre mots et concepts, parce que ça aussi, en linguistique, il faut bien comprendre que c'est pas du tout la même chose. On travaillera sur les constituants du mot en sémantique lexicale et puis sur les relations de sens entre les mots du type, effectivement, polysémie, également sur les notions de morphème et submorphème. Pour les mots grammaticaux, on verra que les mots grammaticaux se caractérisent par un sens qu'on appelle instructionnel. On dira quelques mots du fonctionnement de la référence et de l'anaphore. Et puis, surtout, je vous parlerai de l'approche guillaumienne, de la sémantique grammaticale, avec les systèmes du mot, du verbe, les parties du discours. Et puis, pour ce qui concerne les phrases et les discours, on en parlera simplement dans une sorte d'introduction problématisée, mais on n'ira pas tellement plus loin. Donc je commence là le premier point de la deuxième partie du cours après l'introduction. Là, je termine donc cette introduction générale sur le sens, la compréhension, etc. Et donc, on va commencer par la signification des unités lexicales. Et on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on comprend un mot. Et comment on fait quand on ne comprend pas un mot. Alors, je commence avec un premier exemple. Agrammatisme. Alors, est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissent le sens de ce mot? Je vois que vous prenez une photo, mais vous savez que le PowerPoint est accessible en ligne sur le site du cours. Vous n'étiez pas là la semaine dernière? D'accord. Bon, je vous expliquerai tout à l'heure pendant la pause. Il y a un site du cours dans lequel vous récupérez tout le PowerPoint en PDF. Donc, non, pas sur Moodle, sur un site personnel. Donc, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, non, mais je vous en prie. Alors, oui, vous aviez... Non? Personne du tout n'a une idée? Est-ce que, si vous deviez deviner, vous auriez une hypothèse? Alors, de agrammatical, dans quel sens vous voudriez dire? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Oui? Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. C'est ça. Vous avez raison. Donc, vous avez bien vu tous les deux qu'il y a l'idée de grammaire à l'intérieur de la formation du mot. Et ça, vous voyez que une des ressources grâce auxquelles on peut comprendre un mot qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais lu, qu'on n'a jamais entendu, c'est de se servir des mots qu'on connaît déjà et de travailler par une sorte de similarité, d'analogie avec des mots qu'on connaît déjà. Donc, vous avez tout de suite perçu l'analogie entre agrammatisme et grammaire. Vous avez reconnu l'analogie entre agrammatisme et, par exemple, avec un A privatif, je ne sais pas moi, apathique, anormal, etc. Bon. Donc, vous avez vu qu'il y a un problème du côté de la grammaire. Bon. Et vous avez pensé qu'il y a agrammatical à côté, donc ça peut, s'il y a agrammatical, ça ne peut pas avoir le même sens que agrammatical, donc vous êtes allé du côté des pathologies. Donc vous voyez, ça c'est une première ressource, et on en parlera en détail vers la fin de la partie consacrée à l'analyse du mot lexical, donc de l'iconicité du mot en fait, les liens d'analogie qu'il y a d'un mot avec d'autres et qui nous permettent de le comprendre.
Mais ça ne nous donne pas toujours une sécurité. Hein. Ici, donc, quand on regarde une définition possible de l'agrammatisme, dans le dictionnaire des sciences du langage de mon excellent collègue Franck Neveu, vous avez cette définition suivante, trouble du langage, donc c'est bien un trouble du langage, chez les sujets aphasiques, dans la structuration syntaxique, donc ça touche bien la grammaire, mais ça a un sens plus précis, c'est pas juste un problème comme ça avec la grammaire. Réduction des énoncés à leurs noyaux lexicaux. Vous voyez, par exemple, un agrammatique, typiquement, quand il a la phrase « l'avion est parti », c'est surprenant, hein, parce que même avec la phrase sous les yeux « l'avion est parti », quand on lui demande de lire, il dit « avion partir ». Il y a une sorte de réduction, les déterminants disparaissent, les verbes sont plutôt à l'infinitif, etc. On parle parfois de style télégraphique, en effet, et c'est dans le cadre des aphasies, donc des troubles du langage qui sont liés à des lésions du système nerveux central, donc à des AVC, des accidents vasculaires cérébraux ou à des traumatismes crâniens qui touchent des zones du langage, en général des zones corticales, zone de Broca, zone de Wernicke, etc. Mais bon, bref, peu importe le détail, c'est un terme technique, hein, des pathologies du langage, donc qui touchent la linguistique, et dont on comprend parfaitement le sens, même si on ne dit pas ici hein, que l'agrammatisme, c'est très souvent un état de récupération des aphasiques de Broca. Hein, c'est-à-dire, ça apparaît pas comme ça, c'est pas une pathologie isolée, c'est plutôt un symptôme qui fait partie d'un tableau clinique général qui est l'aphasie de Broca. Donc il manque des informations, mais on a déjà pas mal d'informations là sur la signification de ce mot, donc il suffit d'aller voir dans un dictionnaire. Hein. Je ne connais pas le sens d'un mot, j'ai des indices. Si j'avais eu le contexte, par exemple, si au lieu de vous montrer le mot tout seul, vous aviez eu une phrase « ce patient souffre d'agrammatisme », ben là, ça aurait été évidemment beaucoup plus facile. Vous auriez tout de suite compris que c'est un trouble du langage, etc. Donc en général, les mots, ils sont dans les contextes. Donc le contexte aide, les autres mots, les analogies avec les autres mots aident, et le dictionnaire est aussi une aide. Alors deuxième exemple, Eotontimorhumenos. Alors là aussi, j'ai choisi volontairement un mot pas très très courant. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, c'est beaucoup plus difficile de faire des analogies avec des mots français existants, hein, dans la mesure où, de toute façon, vous devinez que ce n'est pas tellement français au départ. Personne ne connaît? Ah. Pardon? Exactement. Hein, c'est un poème de Baudelaire, dans Spleen et Idéal. Et c'est un mot grec, hein, Euton Timorhumenos, qui signifie bourreau de soi-même. Et c'est emprunté à une pièce de Terence. Bon, le commentaire, là, c'est un peu pauvret. Hein, ce poème reflète un sentiment de solitude de l'auteur, ça, on pourrait s'en passer. C'est un peu bébête comme commentaire, mais enfin, c'est le genre de choses qu'on trouve sur Wikipédia. Et puis ensuite, il y a des renseignements voilà, sur le fait que Léo Ferré, Jean-Louis de Mérat ont mis ça en musique. Peu importe. Est-ce que ça nous apprend suffisamment de choses sur ce mot? Si on sait que c'est le titre d'un poème de Baudelaire, c'est déjà pas mal, mais c'est quand même pas pareil que si on connaît le texte lui-même. Hein. Donc voilà, c'est ça l'Eotontimorhumenos. Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, je ferai de ta paupière, pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance, sur tes pleurs salés nagera. Comme un vaisseau qui prend le large et dans mon cœur qu'ils saouleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sang ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde. Et là, vous avez donc une sorte d'explicitation du titre. Je suis la plaie et le couteau. Je suis le soufflet et la joue. Je suis les membres et la roue et la victime et le bourreau. Je suis dernier quatrain. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés ou rire éternel condamné qui ne peut plus sourire. Donc,
comprenez que la compréhension de ce que signifie Euton Timoroumenos comme étant juste un titre d'un poème de Baudelaire et la compréhension qui passe par la connaissance culturelle du texte de Baudelaire, elle n'est pas tout à fait du même ordre quand même. Il y a quand même une sorte de connaissance encyclopédique qui peut aller d'ailleurs jusqu'à la connaissance du texte de Ménandre lui-même, dont Terence a tiré cette fameuse comédie, une histoire de rapport entre un père et son fils. Tout ça, ce sont des connaissances, disons, encyclopédiques qui enrichissent la compréhension du sens d'un mot. Vous voyez, donc il y a différentes épaisseurs dans la compréhension du sens d'un mot. Alors, je donne ce dernier exemple qui est d'un genre un petit peu différent, que j'avais tiré d'un forum quelconque, mais je trouvais ça intéressant. Donc voilà le contexte. C'est un texte qui dit la chose suivante. Papa, maman, je vous entends souvent dire que vous êtes fiers de vos enfants. Je ne comprends pas ce mot. Donc fier. Ma fille, par exemple, je la trouve fabuleuse. J'ajoute qu'elle je la trouve fabuleuse, j'aime ce qu'elle est et ce vers quoi elle tend, mais dans le mot de fierté, il y a quelque chose qui m'échappe. J'aime le Nutella, la mer, la lune et ma fille, mais je ne suis pas fier du Nutella, pas fier de la mer, pas fier de la lune et pas fier de ma fille, parce que je ne suis pour rien dans le miracle de la mer, ni dans celui de ma fille. Admirable, subjugué, bouleversé, oui, mais pas fier. Vous voyez que dans un exemple comme ça, qui est une chose assez banale, il y a une sorte d'incompréhension plus ou moins factice, puisque la personne qui écrit ce petit texte, elle comprend bien le sens du mot fier, elle sait ce que ça signifie, mais qu'est-ce qu'elle conteste là? Elle conteste l'emploi de ce mot. C'est pas tellement le sens qu'elle ne comprend pas. Elle dit je ne comprends pas ce mot, mais elle ne comprend pas l'emploi de ce mot. Pourquoi on utilise ce mot dans cette situation? Donc vous voyez que dans certains cas, la question de la compréhension, ce n'est pas la compréhension du mot lui-même, mais la compréhension de l'emploi qu'on fait du mot dans un certain contexte. C'est d'ailleurs souvent ce qui bloque la compréhension dans certains textes, aussi bien philosophiques que poétiques, parce qu'on peut comprendre le sens d'un mot, mais il peut être employé, son sens peut être tiré vers quelque chose d'autre. Bon, là, ça n'est pas le cas, mais disons que cette question du contexte reste tout de même très, très importante pour la problématique de la compréhension. Voilà, alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors, s'il n'y en a pas, nous allons faire une pause pour aérer un peu la salle. Et puis, donc, on se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci. Bien. Alors, je vais donc reprendre en poursuivant sur cette question du mot lexical avec un petit exemple un peu anecdotique ici et un peu amusant. Vous voyez, c'est un échange de SMS entre une mère et son fils. Donc la mère pose une question à son fils. J'arrive pas à enfoncer la prise du chargeur dans le téléphone. Tu as essayé de la changer de sens, c'est bon, tu avais raison, il suffisait de retourner la prise, c'est tout bête. Et le fils répond MDR, et la mère comprend maison de retraite. Donc, évidemment, comme elle n'a pas réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire que je suis bête au point d'être bonne pour la maison de retraite. Et lui répond non, mort de rire. Donc, vous voyez, c'est un exemple tout à fait anecdotique, un petit peu amusant, simplement pour dire qu'on a toutes sortes d'acronymes, et surtout avec le développement des chats, du SMS, etc., toutes sortes d'acronymes, OMG, etc., qui donc sont en usage, et leur interprétation suppose soit un apprentissage, soit à nouveau une lecture. Vous voyez, c'est pas idiot l'interprétation de la mère, mais ça n'est pas le sens reçu pour cet acronyme. Bon. Alors, un avant-dernier exemple au sujet d'une expression
technique. Qu'est-ce que c'est qu'une pince Becquerel, hein? Qu'est-ce que c'est qu'une pince Becquerel? Alors, quand je vous montre tous ces outils, est-ce que certains d'entre vous sont capables de me dire où elle est, la pince Becquerel? Personne? Vous n'êtes pas très bricoleur. Bon. Alors, si on ne sait pas, on va aller du côté des dictionnaires. Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire? La pince Becquerel est un outil à main. C'est une pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de tailles différentes. Elle est munie d'une articulation réglable qui permet d'agrandir l'écartement des mâchoires. En Bretagne, parfois dénommée sauterelle, probablement en raison de sa forme. Alors, ça donne un indice. Alors, le dernier en bas, de ce côté-là? Un peu plus bas. Ouais, là? Oui, celui-là. Non. Non, c'est à gauche. À gauche? Ça? Sinon, à droite, voilà. Là? Bon, ben non. Il y a trois choses qui entrent sous cette définition, hein, d'une pince réglable. Mais ces deux-là sont ce qu'on appelle des clés anglaises, les deux premières, et la pince Becquerel, c'est uniquement celle-là. En fait, on l'appelle aussi pince multiprise, pince multiple, pince Becquerel, outil à main, pince qui permet de saisir ou de maintenir des objets de taille différente. Oui, voilà, j'ai repris là la définition de Wikipédia, en fait, que j'avais donnée avant, mais je n'avais pas donné le début de la définition. Donc vous voyez que le problème de cette définition, c'est qu'elle ne permet pas de saisir véritablement l'objet. En fait, dans un cas comme celui-ci, la solution la plus simple, au fond, pour savoir quel est le référent, quelle est la dénotation de cette expression, pince Becquerel, ben, c'est une image. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple que de montrer l'objet, montrer un exemplaire ou montrer l'image. Dans certains cas, la définition est compliquée par rapport à juste montrer une image. Voilà. Alors maintenant, dernier exemple d'un autre type, le mot populisme. Alors, tous les ans, depuis 2017, je regarde un petit peu sur Google Actualité combien il y a de résultats, combien d'articles sur cette question du populisme. Donc vous voyez, en 2017, c'était 93 000, en 2018, 155 000, en 2019, 228 000, et là, en 2020, j'ai regardé ce matin, 180 000 résultats. Donc vous voyez, ça baisse, il y a une baisse de l'intérêt pour cette question du populisme, et il y a eu un grand moment, manifestement, dans les années, dans les 2-3 années dernières. Bien, donc, je vous donne ces statistiques de Google Actualité, qui sont une indication extrêmement approximative, mais qui montrent quand même que ce terme apparaît beaucoup dans les actualités, donc que c'est un sujet d'intérêt. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que beaucoup de gens, énormément de gens, en parlent, mais au fond, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que ça signifie le populisme? Quand vous regardez sur un moteur de recherche élémentaire, du type Google, vous obtenez ce type de définition. Alors, il y a une première définition qui caractérise le populisme comme école littéraire. Alors, c'est vrai, mais c'est absolument pas pertinent, ici, dans l'espace, disons, social, politique. Certes, on appelle populisme une école littéraire, mais ça ne nous intéresse pas ici. Et en politique, alors vous voyez l'indication souvent péjorative, donc on accuse des hommes politiques de populisme, discours politique s'adressant aux classes populaires fondé sur la critique du système et de ses représentants. Bon, pour noter que c'est quand même très approximatif. On peut essayer d'aller un peu plus loin en regardant dans le TLFI, encore une fois, je vous ai déjà parlé du TLFI la semaine dernière, Trésor de la langue française informatisée, un outil avec lequel il faut que vous deveniez familier si vous ne l'êtes pas déjà. Donc on a à nouveau le sens en histoire littéraire, et puis ensuite le sens historique,
avec là quand même des renseignements historiques intéressants, l'idée que c'est un mouvement qui s'est formé en Russie dans les années 1860, mais qu'aujourd'hui, par extension, donc en politique, tout mouvement, toute doctrine faisant appel exclusivement ou préférentiellement au peuple en tant qu'entité indifférenciée. Ici, vous remarquerez qu'on ne nous dit pas que si populisme est péjoratif ou pas, et ça pose un problème. Parce que, si vous voulez, beaucoup de gens parlent de populisme. Pour certains, c'est une insulte, et pour d'autres, c'est une qualité. C'est juste une propriété neutre qui n'est ni insultante, ni valorisante. Bon. Alors, vous avez des gens qui sont partisans du populisme. Alors, par exemple, ici, un homme politique connu en France, Jean-Luc Mélenchon, qui dit « Je n'ai plus du tout envie de me défendre de l'accusation de populisme. J'en appelle à l'énergie du plus grand nombre contre populiste, moi j'assume. Bon voilà, je suis populiste, j'aime le peuple, etc. » Du même genre, ici un article récent de la revue Causeur, qui est connue pour être une revue très orientée à droite, donc enfin du même genre mais sur l'autre bord, politique, puisque Mélenchon, pour les étudiants étrangers qui ne connaîtraient pas, c'est un représentant de l'extrême gauche, disons, de la gauche. Et ici, Causeur, c'est plutôt l'extrême droite, enfin la droite. Et vous voyez qu'ici, il y a un texte assez ironique. Les peuples font leur grand retour sur la scène politique et en guise de bienvenue, un mot leur est adressé, destiné à faire trembler dans les chaumières. Populisme. Le populisme est en effet ce chiffon rouge, agité par les progressistes, afin de s'éviter toute remise en question. Donc vous voyez que jusqu'ici, jusqu'à progressistes, on pourrait presque croire qu'ils sont d'accord avec l'idée que c'est péjoratif. Mais à partir du moment où on lit progressiste afin de s'éviter toute remise en question, voilà, là on comprend que c'est ironique. De flétrir par avance, c'est-à-dire avant toute considération, les aspirations que les peuples osent enfin formuler haut et fort, et de délégitimer quiconque à la faiblesse d'en reconnaître la pleine légitimité. Populiste serait ainsi celui qui ne conspue pas le besoin d'enracinement, le besoin d'inscription dans une histoire, dans un lieu, etc. etc. Bon. Donc ici, on a des témoignages de défenseurs du populisme, et puis dans d'autres cas, on a des personnes qui considèrent que le populisme est une sorte de pathologie de la démocratie, comme ici, ce texte récent, donc puisqu'il a paru en 2020, de Pierre Rosan-Vallon, Le siècle du populisme. Alors là, il y a un livre entier pour expliquer ce que signifie le populisme, et quels sont les enjeux, etc. Bon, c'est pas mon but ici d'en parler du point de vue du contenu, je prends juste ça comme un exemple, pour vous dire qu'il y a des cas où, en fait, le mot a une circulation sociale extraordinaire, mais au fond, personne ne sait exactement ce qu'il signifie. Il y a une instabilité sémantique très grande. Le sens du mot varie selon les personnes qui l'emploient. Et il y a une polysémie, donc beaucoup de sens possibles. Mais ça n'empêche pas l'emploi du mot. Donc, je ne vous apprends pas grand-chose, au sens où il arrive souvent qu'on parle sans comprendre soi-même ce qu'on dit exactement, ou alors qu'on utilise les mots pour véhiculer des représentations. Donc là, vous voyez, cette discussion sur la question du populisme, c'est pas tellement le problème n'est pas tellement de savoir qu'est-ce que ça signifie dans le dictionnaire. Le problème, il est de dire, quand un homme politique utilise le terme populiste ou populisme, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut produire comme effet sur son interlocuteur? C'est ça la bonne question. C'est pas d'aller voir dans le dictionnaire ce que ça signifie. Il n'y a pas de stabilité. Bon. Donc, on observe la chose d'un point de vue qu'on va appeler pragmatique, c'est-à-dire quel est l'acte de langage qui est fait, quelles sont les représentations qu'il veut véhiculer. Bon, les uns veulent véhiculer qu'ils sont les amis du peuple, donc qui sont du côté des petites gens, etc., par exemple, pour le formuler comme ça. Et puis les autres, qui accusent de populisme, veulent signifier qu'ils se refusent à flatter le peuple. Bon. Donc là, il y a des enjeux de représentation véhiculés par le lexique, mais en tout cas, on a beaucoup de mal ici à stabiliser le sens
et on en est beaucoup plus à être obligé de réfléchir en termes de volonté d'action. Qu'est-ce que je fais avec le langage? Comment je l'utilise? Dans le discours politique, c'est très souvent comme ça. Hein. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais vous voyez, lorsque le président de la République dit au sujet du virus que nous sommes en guerre contre le virus, hein, vous voyez que, si vous allez voir dans un dictionnaire quelle est la définition du mot guerre, au mieux, vous verrez que métaphoriquement, ça peut signifier ça, mais ok, mais c'est pas le problème. C'était la même chose à l'époque où l'ancien président François Hollande disait, au moment des actes terroristes, des attentats du Bataclan, etc., nous sommes en guerre. Hein, il y avait eu, les chefs d'État brandissent ce terme de guerre. Bon, ça n'est pas pour désigner une réalité, c'est pour construire une réalité. Ils utilisent ce mot parce que le mot guerre véhicule, on fait bloc, hein, la nation fait bloc dans une situation de guerre contre un ennemi commun, etc. Hein, donc il y a des représentations qui sont véhiculées par les mots. Les mots ne sont pas juste là pour coïncider ou pas avec une réalité préexistante. Bon, on reviendra plus tard sur cette question. Alors, le premier bilan qu'on peut dresser sur cette question de la compréhension d'un mot lexical, c'est que la non-compréhension, dans les cas les plus simples, est surmontée par le recours au dictionnaire. C'est ce qu'on a vu avec agrammatisme. Quand le dictionnaire ne suffit pas, on voit que la compréhension suppose la maîtrise d'un certain nombre de facteurs liés au contexte. Hein. C'était l'exemple de Eotontimoroumenos, où comprendre vraiment ce mot, c'est aussi comprendre le contexte baudelairien, éventuellement grec, etc. Terence, Ménon. Bon, parfois, c'est simplement l'usage du mot qui pose un problème de compréhension. Il peut également y avoir des malentendus qui reposent sur une mauvaise analyse de la motivation d'une expression. C'était l'exemple avec MDR. Parfois, on l'a vu, on surmonte plus facilement la non-compréhension avec une image qu'avec une définition. C'était l'exemple de la fameuse pince. Et enfin, on vient de voir que les difficultés de compréhension d'un mot proviennent parfois de sa richesse polysémique, et que, je ne l'ai pas précisé ici, dans certains cas, c'est pas tellement ce qui est à décoder, ça n'est pas tellement le sens du mot que plutôt les intentions de celui qui l'emploie. Passons maintenant, pour comparer, aux problèmes que posent les mots grammaticaux. On a vu un peu les problèmes de compréhension que posent les mots lexicaux. Maintenant, voyons la signification des unités grammaticales, comment elles fonctionnent, comment on s'y prend lorsqu'on ne comprend pas. Alors, on reviendra sur cette distinction entre mots lexicaux et mots grammaticaux, parce qu'en réalité, elle est un petit peu plus compliquée, et c'est un peu plus compliqué que ce que j'indique ici, mais c'est une première approximation. Grosso modo, ce qu'on appelle les mots lexicaux, en français, ce sont d'abord les déterminants, par exemple les articles, le, un, des, etc. Les déterminants possessifs, mon, ton, son, les déterminants démonstratifs, ce chapeau, cette robe, les déterminants numéraux, un chapeau, deux chapeaux, trois chapeaux, les déterminants indéfinis, quelques étudiants, certaines étudiantes, etc. Bon. Les déterminants. Ensuite, les pronoms, personnel, je, tu, il, possessif, le mien, le tien, démonstratif, celui-ci, celle-là, indéfini, plusieurs, certains étudiants, certains sont en retard, plusieurs sont arrivés en avance, ou les pronoms relatifs, qui, que, etc. Les prépositions, à, de, qui sont les plus fréquentes en français, et puis les conjonctions de subordination ou de coordination. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle les mots grammaticaux. À cela, on ajoute aussi, mais on y reviendra plus tard, les morphèmes verbaux, par exemple les morphèmes de conjugaison qui peuvent être considérés comme de la sémantique grammaticale. Bon, alors, est-ce qu'on peut trouver des situations dans lesquelles on ne comprend pas ce type de mots? Alors, je vous ai donné deux exemples dont on va parler dans un instant, mais vous voyez que d'emblée, on voit que ça ne va pas fonctionner de la même façon. Je veux dire, ça ne vous arrive jamais de se dire, mais qu'est-ce que ça signifie le?
dans le chapeau, le chien, jamais vous ne vous posez la question de savoir ce que signifie. En gros, les mots grammaticaux se posent jamais, quasiment jamais la question de savoir ce qu'ils signifient, sauf à la rigueur quand on apprend une langue étrangère et que, voilà, objectivement, il y a des mots grammaticaux qu'on ne connaît pas. Mais quand on maîtrise une langue, on n'a quasiment jamais de problème de compréhension, sauf alors, effectivement, dans certains cas. Par exemple, si vous dites « Jeanne a salué Céline quand elle est entrée dans la maison ». Alors là, en effet, il y a un problème de compréhension, parce qu'on ne sait pas si c'est Céline ou Jeanne qui est entrée dans la maison. D'accord ? Le pronom « elle » ici peut renvoyer aussi bien à Céline qu'à Jeanne. Bon. Donc, en effet, ça pose un problème de compréhension de la phrase. Mais ça ne pose pas un problème de compréhension du mot grammatical. Le pronom lui-même, « elle », on le comprend, on sait qu'il renvoie à un nom féminin qui est placé antérieurement. Bon. Donc, on ne comprend pas la phrase parce que le mot grammatical est mal utilisé d'une certaine façon. Mais ce n'est pas le mot grammatical qu'on ne comprend pas. De même, si vous dites, si vous prenez le taxi un soir pour rentrer chez vous et vous dites au chauffeur de taxi, conduisez-moi à la maison. Bon, bah oui, voilà. Vous pouvez dire ça à je sais pas moi, si votre conjoint, votre petit ami, vos parents viennent vous récupérer, et vous dites oui, on rentre à la maison. Bon, là, ils comprennent la maison ce que c'est, mais le chauffeur de taxi ne sait pas. Donc là encore, la question elle repose sur l'emploi du déterminant là, hein, mais la question n'est pas de savoir ce que signifie là. La question est de savoir quel emploi je fais de ce déterminant. Alors, la question donc, à la question peut-on trouver des situations dans lesquelles on ne comprendrait pas ce type de mots, ben, la réponse est simple, non, il n'y a pas de situation dans lesquelles on ne comprend pas les mots grammaticaux. En fait, on comprend très bien l'instruction qui est transmise par le mot grammatical, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un pronom féminin, elle, je sais que je dois chercher dans le contexte antérieur un nom féminin qui va être l'antécédent de ce pronom. Je comprends très bien l'instruction, mais la phrase peut être faite de telle sorte que j'hésite sur la source de cet anaphore, hein, puisque dans ce cas-là, on a une anaphore. Donc l'instruction véhiculée par le mot grammatical est parfaitement comprise, mais difficile ou impossible à appliquer. Ce qui signifie, si on veut à nouveau synthétiser les choses, que le sens lexical et le sens grammatical, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Le sens grammatical ne pose pas de problème, comme je l'ai dit, en dehors du cas où vous apprenez une langue, que vous êtes débutant dans l'apprentissage d'une langue étrangère. L'analyse du sens grammatical, c'est surtout une question métalinguistique au sens où la question du sens des mots grammaticaux, c'est une question de linguiste finalement, c'est pas une question de locuteur. Les linguistes, ils peuvent faire des thèses entières sur le sens de le sens de a, de, etc. Hein, des thèses de sémantique grammaticale justement. Mais c'est une question métalinguistique, c'est une question de linguiste. Ce n'est pas une question de locuteur. Hein. Les locuteurs n'ont pas besoin de s'interroger sur le sens des mots grammaticaux. D'accord ? Bon, je note au passage que j'ai simplifié en prenant uniquement les mots grammaticaux, mais les structures elles-mêmes sont grammaticales. Hein. Je veux dire que la différence de sens qu'il y a entre Pierre aime Marie et Marie aime Pierre, bon, vous savez bien que malheureusement, dans certains cas, ça marche que dans un sens, ce genre de verbe. Donc, ce sont les mêmes mots, mais la construction grammaticale est différente, et donc il y a une variation de sens aussi. Mais là, de même, ça ne pose pas de problème. Dans le cas du sens lexical, donc, on a vu, hein, plusieurs situations peuvent être distinguées, mais en tout cas, toutes ces situations n'ont absolument rien à voir avec la compréhension du sens des mots grammaticaux. Donc ça, c'est un premier point qu'on va retenir, c'est que, oui, d'accord, il y a une sémantique, il y a un problème du sens en linguistique, mais le sens des mots lexicaux et le sens des mots grammaticaux, ça n'a rien à voir. Les problèmes de compréhension que ces mots-là posent sont complètement différents, c'est pas du tout du même ordre. Hein. Bon, dans le cas du sens lexical, donc soit on ne comprend pas le mot lui-même, donc on a vu dans le langage technique,
dans un jargon social, bon, par exemple MDR pour l'argot, dans une langue étrangère. Bon. Donc, il y a deux situations. Soit c'est un problème de communication, donc, par exemple dans le cas des argots, soit la maîtrise du mot permet d'élargir ses connaissances. Bon, dans ce cas-là, on peut recourir à un dictionnaire. Vous remarquerez que souvent, quand vous regardez un petit peu les enseignements que vous avez même à l'université, beaucoup d'enseignements finalement reviennent à un enseignement du sens de certains mots techniques, hein, de la maîtrise d'un langage technique. Bon, ou bien, deuxième situation, on ne comprend pas pourquoi le mot est utilisé dans un contexte donné. On a déjà vu ça avec l'exemple avec le fier, avec l'adjectif fier. Ou bien l'emploi du mot est problématique en raison de sa polysémie. Et on ne sait pas exactement comment le comprendre dans un contexte donné. Donc tout ça justifie, à mes yeux, largement, hein, et encore là, je simplifie énormément le problème, mais on va à l'essentiel, ça justifie largement la distinction entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Alors, passons maintenant au niveau de la phrase. Et regardons un petit peu comment fonctionne le sens dans les phrases. Alors, on va d'abord exclure un premier cas de figure, qui est le cas, évidemment, où la non-compréhension de la phrase provient de la non-compréhension d'un mot dans la phrase. Hein. Comme tout à l'heure, quand on parlait de la splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis, certes, vous ne comprenez pas la phrase, mais c'est uniquement parce qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas. Donc ça, on va le mettre de côté, puisqu'on a déjà traité avec la question du sens du mot. Hein. Alors, parce qu'évidemment, il y a une propriété, et là encore, c'est un concept absolument fondamental de la sémantique que l'on doit à Gottlob Frege, au même Gottlob Frege de tout à l'heure, c'est que le sens ou la signification d'une phrase résulte du sens des unités qui la composent. Hein. Vous comprenez, Frege est un grand logicien, parce que vous savez qui est Frege. Bon, en gros, là, vous savez juste que c'est un logicien, à moins que vous ayez fait un peu de philosophie avant dans les années antérieures. Bon, vous ne savez pas grand-chose de Frege si vous savez uniquement ce que je vous ai dit aujourd'hui. Bon, mais admettons, vous savez quand même que c'est un philosophe qui a introduit la distinction entre sens et référence ou entre sens et dénotation, et qui a introduit cette notion de compositionnalité. Bon, donc Frege, vous savez à peu près vous savez à quoi réfère ce mot, hein, c'est un nom propre, et un grand logicien, vous connaissez le sens de chacun de ces mots, donc vous pouvez comprendre le sens de la phrase. Hein. Donc c'est ça la compositionnalité, d'accord ? Alors c'est une propriété extrêmement importante pour comprendre comment les phrases peuvent avoir du sens. On comprend le sens de la phrase par une compositionnalité, hein, une combinatoire du sens des unités qui la composent. Mais, évidemment, il y a des cas où ça ne marche pas. Hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle des expressions toutes faites, des expressions figées, des locutions, des phraséologismes. Hein, il y a toutes sortes de mots pour désigner ce genre de phénomène. Si vous prenez la phrase « Frege se retournerait dans sa tombe s'il entendait cela », se retourner dans sa tombe, ici, si vous l'interprétez au sens propre, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans sa tombe et qui se retourne, bon, évidemment, ça n'a aucun sens. Hein. Vous pouvez pas, il n'y a pas de référence, ou alors il faut que vous soyez dans un film dans un film de zombies. Bref. Donc, se retourner dans sa tombe, c'est une expression figée qui signifie donc être bouleversé. On imagine qu'une personne qui est décédée n'accepterait pas du tout telle idée, ça irait à l'encontre de tout ce qu'elle pensait, etc., etc. Donc là, la compositionnalité, elle ne suffit pas pour expliquer le sens de l'expression. Alors pendant longtemps, en linguistique, mais on en reparlera plus tard, hein, là je ne fais que faire un genre de teaser sur la question,
Pendant longtemps, en linguistique, on a considéré que ces espèces d'expressions toutes faites, c'était un cas un peu marginal, un cas particulier, et que finalement, les langues fonctionnaient globalement par compositionnalité. En fait, depuis 20 ans, la recherche montre que la non-compositionnalité dans les textes est beaucoup plus fréquente que la compositionnalité. Donc, il y a toutes sortes de théories qui se sont développées en linguistique et qui prennent en charge ce problème, qui est très important, et notamment une théorie qui vient des linguistiques cognitives américaines, qui s'appelle la théorie des constructions, Construction Grammar, et la grammaire des constructions, qui a un peu le vent en poupe en ce moment, depuis quelques années, et qui prend en charge complètement ces expressions phraséologiques-là. Bien, bon, mais laissons de côté pour l'instant ce cas spécial qu'on examinera en détail, en voyant un peu quels sont les critères qui permettent de mesurer le degré de figement d'une expression. Il y a une compositionnalité, donc il y a un certain nombre de cas qu'on va éliminer de notre réflexion sur le problème de la compréhension d'une phrase. Ce sont les cas où la compréhension de la phrase est bloquée par le sens d'un mot qui, en raison de la compositionnalité, bloque la compréhension de la phrase. Donc, on s'intéresse uniquement aux situations de non-compréhension des phrases pour lesquelles on comprend tous les mots de la phrase. D'accord ? On exclut aussi le cas des phrases qui se comprennent dans un contexte, dans un texte. Parce que ça, on va l'examiner quand on va étudier le sens des textes. Donc, on va étudier des phrases isolées. Et puis, on va exclure aussi le cas où la difficulté est purement matérielle, enfin, d'une certaine façon. Par exemple, des phrases très longues. Un exemple magistral, c'est celui d'une phrase de Proust dans Sodome et Gomorrhe, qui fait 856 mots. Donc voilà, ça, c'est une phrase. Bon, alors oui, là, on va peut-être avoir des difficultés à comprendre cette phrase, mais bon, je laisse de côté ce type de problème, qui est beaucoup plus un problème du point de vue cognitif, un problème procédural, mais il n'y a pas de problème, si vous voulez, disons, d'analyse intéressante du point de vue linguistique sur ce sujet. Donc on va se concentrer sur ce que Dominique Mingnaud appelle les phrases sans texte. Donc des phrases qui sont... Donc elles nous intéressent, ces phrases sans texte, parce que elles sont isolées. Donc le problème de la compréhension de la phrase dans son contexte ne se pose pas. La phrase est isolée, donc elle doit être compréhensible par elle-même. Et c'est assez courant, ce genre de choses. Ça renvoie à toutes sortes de slogans, de proverbes, les petites phrases, comme on dit parfois dans le monde politique, les maximes, les titres de presse. Alors, dans ce livre, tout à fait intéressant, que vous n'êtes pas obligé de lire, mais que je mentionne comme ça dans le fil du cours, Mingnaud distingue différentes situations. Donc à partir... Il fait une bifurcation entre deux types d'énonciations, l'énonciation textualisante, qui produit des textes, des discours, etc., et puis l'énonciation aphorisante. Donc pour lui, c'est vraiment deux types d'énonciations différents. Et dans l'énonciation aphorisante, il y a les aphorismes qui sont détachés par nature, c'est-à-dire qui ont toujours été détachés, qui sont des formules qui, dès le début, existent de manière isolée, et puis des aphorisations qui sont détachées d'un texte. Il y a eu un texte, par exemple un discours d'un homme politique, et on a extrait une petite phrase. C'est la différence entre détaché par nature et détaché d'un texte. Donc là, je vous renvoie plus spécifiquement à cet article où cette distinction est exposée. Et puis, donc, on distingue dans ce cas-là des aphorisations fortes qui ont vraiment coupé tout lien avec leur texte d'origine. À la limite, on ne sait même pas... On comprend très bien, on a l'habitude de manipuler l'aphorisme sans même connaître parfois que ça vient d'un texte. Et puis les aphorisations faibles qui sont détachées d'un texte qui est juste à côté ou qui est proche dans la mémoire des sujets. Alors voici comment est définie l'aphorisation. On peut lire cette définition si vous voulez. On considère communément, en particulier dans la lignée de Bakhtin, qu'il n'est de parole que dans l'horizon du texte et du genre de discours.
Dans cette perspective, un énoncé constitué d'une seule phrase, un proverbe par exemple, constitue un genre de discours élémentaire. Une seule phrase, ce sera un genre de discours élémentaire. À côté de ces énoncés sentencieux, il y a une foule d'énoncés attribués à un individu identifié qui ont été détachés de texte. Une formule célèbre comme « la religion est l'opium du peuple » de Marx, aussi bien que les innombrables petites phrases qui circulent dans la presse fonctionnent comme des énonciations autonomes, non comme des fragments de texte. On peut considérer qu'il y a deux types d'énonciations, l'énonciation aphorisante, qui ne ressortit pas la logique du genre de discours, et l'énonciation textualisante, qui assortit des textes à des genres de discours. Avec ce concept d'aphorisation, on s'efforce de produire une théorie unifiée de l'ensemble des phrases sans texte, que celles-ci soient primaires ou secondaires. Bon. Donc vous voyez que l'enjeu théorique ici, dans la distinction entre énonciation aphorisante et énonciation textualisante, c'est l'articulation avec la problématique des genres de discours. Bien, alors, je pense qu'on examinera les exemples, des exemples d'aphorismes et d'énonciations aphorisantes la semaine prochaine. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des questions là qui vous viennent immédiatement sur ce que je viens de dire ? Non ? Eh bien écoutez, dans ce cas-là, il me reste à vous remercier de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine.